Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 106. Le micro virtuel de Bulle de Bonheur continue à voyager. Nous sommes en France, à Paris cette semaine. Et je suis avec Anne Cazobon. Une fois de plus, vous allez le découvrir, les gens heureux ont aussi des histoires pleines de sens et tellement incroyables. Bienvenue Anne. Merci Raphaël, merci de m'inviter. On est ravis. Alors Anne, par où commencer? Ton parcours est tellement passionnant. Tu as passé 20 ans derrière un micro en tant que journaliste animatrice pour les antennes de radio nationale. 20 ans de formation au coaching de dirigeants te donnent une force dingue qui allie la voix et la plume comme tu le dis si bien. Avec ce bagage, tu accompagnes des équipes dans l'élaboration de leurs messages, tu continues ton travail de journaliste en écrivant dans Happiness et dans Psychologie positive. Ce n'est pas la seule corde à ton arc d'ailleurs, tu organises des retraites créatives, tu aides ainsi chacun à s'affranchir de ce qui l'entrave, tu proposes le plein déploiement des potentiels de chacun grâce entre autres à des outils puissants d'art-thérapie, de constellation créative, de danse médecine, de cercle de parole et de coaching thérapeutique. Quel ensemble merveilleux. Et je parle même pas des conférences que tu fais sur réenchanter sa vie. Enfin, chers auditeurs, je vous laisse découvrir tout ça sur le site annecazobon.com, Cazobon, Cazaubon. Mais surtout, ce que nous avons envie de souligner aussi, c'est l'initiative de ton compte Instagram « Merci à un inconnu ». Tu l'as créé au premier jour du confinement. C'est un véritable antidote à la morosité. Allez-y tous, à Bulle de Bonheur, on adore, on est fan, on like. Et ces initiatives positives, on aime trop. Alors, nous sommes accros de ces quelques phrases qui racontent les bienfaits de gestes ou des mots d'inconnus. Comme par exemple une adolescente libérée d'un homme entreprenant par un jeune dans le bus, des équipes médicales au top lors d'un accident, d'accouchement, d'opération, et le sourire d'un passant quand tout va mal. Nous vous incitons tous à aller les lire et surtout à aller envoyer vos histoires. Vous trouverez via la bio dans le compte Instagram le moyen de pouvoir envoyer aussi vos histoires. Je vous assure que les lire fait un bien fou. Alors du coup, t'en as tiré un livre qui s'intitule « Merci à un inconnu, soyons tous des héros du quotidien » que vous pouvez tous trouver en librairie et c'est publié aux éditions Vuibert. Le podcast Bulle de Bonheur est publié tous les jeudis et propulsé par 2 minutes de bonheur. Allez, je change de regard. Notre première question. Dis-nous ce qui te rend heureux dans ton quotidien. Alors, il y a plein de choses. D'abord, vraiment, merci pour cette présentation parce que je sens qu'on parle la même langue, toi et moi, et qu'on est dans les mêmes sphères et que si tu vois tout ça en moi, c'est que tu l'as en toi, évidemment. Hein, ça n'est que sur des différents terrains de jeu que l'une et l'autre on s'exprime, mais c'est vrai que avec tes cartes, avec ce que tu diffuses, avec ce podcast aussi, je trouve ça magnifique qu'on puisse diffuser l'une et l'autre des messages de part et d'autre. Toi, en Amérique du Nord et puis en France via ces ondes-là. Et merci vraiment, merci de me recevoir et de permettre à Merci un inconnu d'être connu encore plus loin justement de diffuser ces messages-là. Moi, ce qui me rend très heureuse ces derniers temps, tu vois, je rentre de quelques jours en pleine nature et je sens à quel point j'ai vraiment davantage besoin de faire entendre d'autres choses à mes oreilles que des bruits de scooters trafiqués, que des bruits d'ambulances, que des bruits d'insultes, que des bruits, voilà, je sens vraiment que j'ai tout un parcours autour de l'audition, autour du silence et de la voix. Moi, mon tout premier métier, c'était interprète en langue des signes. Donc, je viens vraiment du silence. J'ai vraiment tout un chemin entre depuis la petite muette que j'ai été jusqu'à vraiment tendre le micro à l'extérieur pour pouvoir ensuite le ramener jusqu'à mes propres blessures, guérir de mes blessures, libérer en tout cas ces espaces-là en moi pour pouvoir ensuite en accompagner d'autres et aujourd'hui permettre à celles et ceux qui cherchent à faire entendre leur voix de pouvoir être des porte-paroles de leur propre message. Et vraiment, ce qui me rend heureux en ce moment, c'est le chant des oiseaux. Mais vraiment, on s'est fait avec mon compagnon quelques promenades un peu en forêt, en vallée de Chevreuse, et puis là on était en Auvergne pour un stage de développement personnel, de formation. Et moi, ça me fait pleurer les oiseaux. C'est vraiment, ça me touche profondément. Des oiseaux qui ne sont pas interrompus, un rossignol qui chante et qui n'est pas interrompu par un camion de poubelle. ça me met très en joie. Et donc vraiment, il y a quelque chose, de l'ordre vraiment du son. Moi, j'ai vraiment une grande, je dirais, sensibilité auditive. Et donc vraiment l'opéra,
Tu vois, la musique, la voix, je suis extrêmement sensible aux voix, le grain de voix, le silence, voilà, tout ce qui est vraiment très auditif me touche profondément et me rend très heureuse. Alors évidemment, le bruit de la mer, le bruit des vagues, tu vois, qui viennent sur le rocher, le sac et le ressac. Ce qui me rend très heureuse aussi, c'est de ramasser des coquillages sur une plage. Ça, je pense que j'ai 5 ans à cet endroit-là et j'aurai toujours 5 ans à cet endroit-là. Et j'aime particulièrement, évidemment, toutes les pratiques créatives qui ont été une forme d'itinéraire bis pour moi, à tout plein d'endroits où la voix ne sortait pas, où les mots ne trouvaient pas d'issue et où, évidemment, mettre les mains dans la peinture. Aujourd'hui, je sculpte beaucoup. Là, je mets beaucoup les mains dans la terre, les doigts dans l'encre. Enfin voilà, d'être traversée parfois par ce qu'on appelle l'état de flow, cette transe créative, me met en grande joie, vient vraiment, plus que le bien-être, vient vraiment susciter, réveiller la joie à cet endroit-là. Est-ce que j'entendrais à travers tout ce que tu nous partages véritablement une envie d'harmonie, une recherche un peu d'harmonie à la fois par les mots qu'on entend, par la manière dont on vit les choses et d'harmonie de soi-même, de ses pensées, de son entourage? Alors ça me fait rire ce que tu dis parce que je me souviens d'une chamane qui m'a formée. J'ai un long parcours chamanique et qui nous hurlait dessus en disant mais l'harmonie, mais arrêtez de vouloir chercher l'harmonie, ça n'existe pas l'harmonie. La vie, elle est brûlante et glaciale, enfin voilà, l'harmonie c'est un leurre que de vouloir chercher l'harmonie. Et en même temps, on se refait pas, tu vois, évidemment, mon chant de rossignol, je le veux jusqu'au bout, je ne veux évidemment pas d'un scooter trafiqué qui passe à ce moment-là. Et je vois bien à quel endroit, depuis mon 2e étage dans mon appartement du 15e arrondissement à Paris, je vois bien quand justement ce camion de poubelle qui passe, où j'ai l'impression qu'il traverse mon salon tellement il est sonore et bruyant, je vois bien ce que ça me fait à l'intérieur. Et du coup, je regarde de plus en plus qu'est-ce que ça me fait, ce bruit qui peut-être interrompt une réflexion intérieure, qui interrompt un calme à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça vient me faire? Et je crois vraiment profondément que je n'aurais véritablement gagné à un endroit où je serais arrivée à un endroit, en tout cas de calme et de paix intérieure, qu'au moment où, mais il pourrait y avoir une manifestation énorme, des slogans, un type qui passe avec son rap à fond dans sa voiture ou quoi, c'est que je sois tranquille totalement dans cet espace-là. Ça voudra dire que plus rien de matin. Donc une harmonie à cet endroit-là, dans le chaos, tu vois, dans le chaos. Dans le chaos, oui. Où en fait on arrive à aussi intégrer tout ce qu'il y a autour de nous, en fait. Parce que... Exactement. Tu vois, c'est vraiment faire avec ce qui est là et pendant longtemps, tu vois, évidemment, peut-être que tu es comme moi et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi, on alterne tous entre des séances de yoga, de thérapie, de zen, de détox, de je sais pas quoi dans la forêt. Et je suis la première à être grande consommatrice de ça. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore beaucoup. Et aujourd'hui, je propose ces espaces-là. Et à la fois, je me rends bien compte que c'est en étant dans le bitume aussi, c'est ça qui nous est demandé, en étant dans l'entreprise, en étant dans la ligne 13 du métro, un jour de grève de la RATP, que c'est là qu'on voit les vrais, tu vois. C'est là qu'on voit vraiment ceux qui sont ce qu'ils disent et ce qu'ils prônent, tu vois, que les 2 minutes de bonheur, c'est vraiment au milieu d'un type qui vient de te bousculer, de l'autre qui a une haleine vraiment fatiguée, tu vois. C'est là qu'il est important d'aimer son prochain et d'être ancré à cet endroit-là et d'être aussi à cet endroit-là extrêmement heureux. Comment t'en es arrivé à créer d'ailleurs ce compte Instagram? Voilà, moi j'ai toujours eu une grande passion pour les inconnus. C'est vraiment mais même je me souviens il y a très très longtemps, je voulais faire des carnets d'autographes et demander à des inconnus justement pour qu'ils sentent une espèce de petit goût de frisson de star et d'aller demander des autographes comme ça à des inconnus dans la rue. J'ai toujours aimé tu vois, je voulais à un moment donné, j'avais un projet de radio comme ça où je m'invitais à la table de quelqu'un qui déjeunait tout seul en terrasse. Tu vois, en faisant comme si vraiment cette personne m'attendait et on tendait un micro. Bon, j'avais très peur de me faire jeter, mais je trouvais, tu vois, j'aimais bien l'idée du happening en fait. En fait, avant tout, j'aime l'idée du jeu dans la ville et dans la vie et tout ça, c'est un grand jeu, c'est un grand. On a tous des costumes, tu vois. Moi, j'ai joué à la journaliste pendant quelques années. Là, je joue un peu à la thérapeute coach. Bon, voilà, de temps en temps, je mets mon costume d'artiste, mais j'aime bien cette idée d'endosser des costumes. Et donc, ce premier inconnu, en fait, j'ai un inconnu qui m'a sauvé la vie il y a une 20aine d'années sur un quai de métro, où vraiment, moi, à cette époque-là, je crois que j'avais un peu touché le fond de la piscine. Hein. J'étais une jeune femme d'une 20aine d'années, un peu très en souffrance, pas très bien, un peu dans une impasse, mais surtout ne saisissant pas
par quel bout prendre le problème. J'étais traversée par des chagrins vraiment qui me dépassaient, que je ne m'expliquais pas. Aujourd'hui, je comprends qu'il y avait beaucoup de transgénérationnel aussi, beaucoup d'histoires de l'enfance qui étaient un peu étouffées, non écoutées. Et vraiment, à 23 ans, sur un quai de métro, en ayant laissé une lettre dans mon petit appartement parisien, je me suis dit que c'était la fin. Et puis, en effet, au pied du mur, ou plutôt au bout du quai, j'avoue que là, il me fallait un peu plus de courage pour y aller. Et j'ai d'abord échoué sur un banc à pleurer, en fait. Et j'ai pleuré là pendant des heures sur cette station, à cette station Jacques-Bonsergent sur la ligne 10. La ligne 5, pardon. Et donc, il y a un monsieur, à un moment donné, en fait, j'étais totalement recourbée sur moi-même. Et puis, à un moment donné, j'ai vu cette paire de souliers qui ne bougeait plus devant moi, qui était vraiment visiblement face à moi, qui avait pas l'air d'être des souliers de quelqu'un de la RATP, et donc visiblement d'un badaud. Et j'entendais les rames de métro se succéder derrière, et ces paires de souliers ne pas bouger. Et à un moment donné, ça m'a presque sorti de ma transe de désespoir, de tristesse, de chagrin. Et je me suis redressée, en fait. Et en relevant, en fait, le regard, nos yeux se sont croisés une fraction de seconde, où dans mes yeux, il a vu que j'avais eu envie de mourir, et moi, dans les siens, j'ai compris qu'en fait, j'avais envie de vivre. Et donc, d'un coup, je suis sortie de ma torpeur et j'ai couru. J'ai gravi les marches 4x4 pour sortir de la station de métro. J'ai couru dans Paris 1 heure. Je suis remontée chez moi. J'ai retourné mon appartement pour retrouver ce post-it qu'une amie m'avait donné 2 ans auparavant, en me disant: Anne, tu crois duper ton monde, mais tout le monde voit très bien que ça va pas fort. Voilà le numéro d'une psy. Et j'ai appelé cette psy. Le lendemain, à 9h du matin, je commençais un long chemin thérapeutique et de résilience en faisant double, voire triple dose de thérapie pour aller m'entourer, aller chercher des gens qui allaient pouvoir m'aider là-dedans. Et donc, depuis tout ce temps-là, évidemment, les inconnus ont été sur mon chemin. Je me suis mise à donner des petits mots dans les transports en commun, qui était un peu mon challenge quotidien pour entrer en connexion avec mes semblables, pour rétablir le lien, la relation à l'autre et donc à soi. Donc voilà, j'ai eu tout un parcours comme ça avec ce qui m'entourait devenait un grand chemin de thérapie, mais dans le bitume à un endroit. Et puis ensuite, quand je suis devenue journaliste radio, j'avais toujours cette histoire du merci à un inconnu. J'avais lancé un hashtag à la radio, et puis lors d'une émission d'été, j'avais un peu invité les auditeurs. C'était resté confidentiel, mais quelques-uns m'avaient appelé pour me raconter leurs belles histoires. Et au tout début du confinement, j'ai vraiment ces espèces de 48 premières heures où on a eu une ambiance un peu de fin du monde, où moi, en bas de chez moi, le Franprix était pris d'assaut, où les gens achetaient des pâtes et du papier toilette. Il y avait des scènes un peu lunaires. Moi, j'ai reçu des textos d'anciens amoureux qui me demandaient si tout allait bien. Enfin, il y a des gens que j'avais pas vus depuis des années qui reprenaient contact, et où vraiment on savait quand même pas trop où ça menait. Il y avait quand même quelque chose d'un peu effrayant. Et j'ai vraiment entendu une voix très forte à l'intérieur qui m'a dit: maintenant, merci à un inconnu, c'est un compte Instagram. Bon, alors moi, j'avais juste vaguement un compte personnel où je postais quelques trucs perso et pro. Et j'ai lâché ce que j'étais en train de faire, et j'ai ouvert un template, et j'ai créé avec mes couleurs, en mettant la première histoire qui est la mienne. Donc, c'est pour ça que le compte s'appelle Merci à un inconnu. Et puis ensuite, en racontant quelques histoires que m'avaient racontées des amis, et en reprenant certaines de ces histoires racontées par des auditeurs. Et puis très vite, il y a eu une sorte d'effet boule de neige, comme si vraiment les gens étaient prêts à ce moment-là à ne plus pouvoir entendre. Et puis je me souviens, moi, qu'on entendait les flash infos commençaient par le nombre de morts. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement macabre, qui était répété, ressassé, lancinant comme ça. Et donc je sentais bien que les gens venaient chercher où ils pouvaient la source positive, la source d'infos, le journal des bonnes nouvelles. Et donc très vite, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, 1 an et 2 mois après, on est à 227 000 abonnés au compte. Mais il y a quelque chose d'aller chercher la vie au moment où elle partait par d'autres moyens, d'aller vraiment rechercher la vie. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que il y avait vraiment cette chape de plomb qui tombait, cette ombre d'un coup, cet enfermement, et je sentais que les gens venaient se raccrocher à ça. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que les premières histoires qu'on m'envoyait, c'était, je me suis dit: non, faut pas que ce conte devienne un mausolée de la vie d'avant, parce qu'en fait, tout le monde m'envoyait ces histoires qui parlaient de voyage. Donc, j'avais plein d'histoires de merci à cet homme qui nous a regonflé le pneu à Bali lors de notre lune de miel. Merci à ce monsieur au fin fond de l'Arizona qui m'a pris en stop en plein cagnard. Enfin, il y avait plein d'histoires de voyage, alors qu'on était tous enfermés chez nous et que personne ne savait quand est-ce qu'on pourrait montrer nos passeports une prochaine fois. Et puis très vite ensuite, ça a basculé sur des choses bien plus du quotidien, voire
temps de pandémie, donc qui était un peu daté avec où ça parlait de pendant ce confinement ou merci à vous qui m'avez prêté un masque alors que j'avais oublié pour aller chercher mon pain à la boulangerie. Il y avait vraiment des histoires qui dataient et qui marquaient et qui inscrivaient ces histoires-là dans une temporalité aussi. Tout à fait, mais c'est très beau. Puis tous ces témoignages, du coup, c'est très amusant parce que en les lisant à chaque fois, je me dis mais est-ce que moi je pourrais dire aussi merci à un inconnu? Et puis je me rends compte qu'en fait oui, il y a plein d'inconnus qui ont marqué ma vie, des regards, des attitudes qui m'ont aidé. Donc je me souviens, on est tous rejoints par un regard, Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi, j'en ai pas de merci à un inconnu ». Puis une semaine après, qui me renvoient un message en me disant « En fait, si, j'en ai trouvé 5 ». Et donc, c'est parce que il faut un peu se mettre dans l'état d'esprit et réaliser. Mais en fait, ça a été aussi, moi, mon chemin de guérison à cet endroit-là. Il y avait une part de moi extrêmement victime et qui un peu remettait des bûches dans le feu de la victime, si j'ose dire, qui achetait la posture de victime et qui avait vraiment l'impression que j'en avais bavé, que ça avait été hyper dur, etc. Et en fait, d'aller regarder tous ces endroits où finalement il y avait eu une prof de maths quand j'étais au collège qui voyait que ça n'allait pas déjà, qui me demandait de rester à la fin, qui venait me parler, où il y avait cette prof de piano, cette dame dans l'immeuble, enfin voilà, des gens comme ça qui avaient vraiment été sur mon chemin, sur mon parcours, et en fait de réaliser qu'il y avait eu plein d'anges gardiens sur ce parcours-là et que ça avait pas du tout, et c'est vrai, c'est le cas encore, on peut tous être, l'autre jour j'étais dans un supermarché et derrière moi il y avait un jeune homme de 14 ans vraiment en fort surpoids qui partageait à sa bonne copine à côté qui était aussi menue que lui, était très fort, qui lui disait tu vois moi j'ai pas de copain depuis le CM2 et depuis ça fait 5 ans que j'ai pas de copain et donc maintenant si je subis du harcèlement c'est à cause de ça, c'est à cause de mon poids, et c'est terrible. Il racontait vraiment un quotidien terrible pour un jeune garçon de 14 ans. Elle tentait un peu de lui remonter le moral et vraiment je me suis retournée en me disant mais en fait là il y a personne qui va venir penser sa blessure tout de suite, alors que une phrase, un mot, ça peut venir tout de suite guérir ça. Et je me suis retournée, j'étais à la caisse, et je me suis retournée et avec mon masque, je lui ai vraiment dit mais en fait, si t'embêtes, c'est vraiment qu'ils sont jaloux de la pépite, du joyau que tu es pour ce monde. Là, d'un coup, il était séché par ça. Son amie l'a regardé, elle m'a regardé, elle m'a fait un clin d'œil, et puis voilà, c'était juste une phrase comme ça, et je me dis mais c'est juste une graine. Mais rien que ça, je suis voilà, il y en aura d'autres sur son chemin qui vont venir lui dire on s'en fiche du poids, on s'en fiche de l'apparence, tu sais très bien que c'est une enveloppe, tout ça, et puis il grandit en 2021, c'est moins dur avec le body positive, avec plein d'autres choses aussi complètement qu'avant. Là où je trouve que cette initiative est vraiment géniale, c'est que ça incite aussi à plein de monde de se dire mais après tout, je peux donner un sourire, je peux avoir un mot réconfortant comme celui que tu vas faire, je peux aussi moi être cet inconnu. À travers toutes ces histoires, c'est aussi inciter chacun d'entre nous à avoir cette attitude positive vis-à-vis des autres, d'aller remplir ce seau, en fait, j'appelle ça souvent ce seau de cette confiance en soi, de ce que l'on est, d'aller le remplir, et peut-être qu'on le fait beaucoup plus qu'on ne l'imagine et que ça donne envie de le faire. Et ça, je trouve ça génial. Et si on le fait pour l'autre, on le fait aussi pour soi. Moi, je suis persuadée que cet homme qui est resté à côté de moi quand j'avais 23 ans sur ce quai de métro, je sais qu'il y a quelque chose en lui. Il rentrait du boulot. Et c'est évident qu'il y a une part de jeune homme de 23 ans peut-être en lui blessé qui n'a pas pu quitter ce quai de métro. Il est resté vraiment de mémoire. Enfin, et en même temps, il y a une faille spatio-temporelle presque à ce moment-là, mais je pense qu'il est resté entre 20 minutes et une demi-heure. Hein. Donc vraiment, il est resté parce qu'il savait, il se sentait bien. Il a très bien senti qu'il allait se passer sinon quelque chose de grave. Et donc, il y a quelque chose en lui qu'il guérissait aussi en étant au chevet de cette souffrance-là. Et je vois bien à quel endroit, justement, exactement pour compléter ce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant mais merci, parce qu'en fait, moi, je ne savais pas comment aider en ces temps un peu mouvementés. Et en fait, en lisant ces histoires-là, je comprends qu'en effet, la dame, quand elle a une poussette et un enfant en bas âge, en fait, quand l'escalator il est en panne, c'est l'enfer pour elle, et qu'elle envoie une histoire en disant mais merci à ce jeune garçon de 12 ans qui est venu, qui a pris ma petite fille de 18 mois dans les bras et qui m'a aidé à monter les escaliers avec mes courses. Beaucoup de gens, par exemple, me disent moi, j'imaginais que dès que je voyais quelqu'un qui pleurait dans un train, dans un métro, sur un quai de gare, etc., cette personne rêvait d'être laissée seule dans son coin. Et en fait, en lisant toutes ces histoires de tous ces gens qui ont eu d'énormes chagrins parce qu'ils avaient appris la perte d'un être cher, parce qu'ils venaient de vivre une rupture amoureuse ou de vivre une grande déception,
Et en fait, toutes ces personnes-là qui racontent que quelqu'un est venu juste leur dire tout va bien, vous avez besoin de passer un coup de fil, voilà une bouteille d'eau, voilà un bout de mon croissant, voilà un paquet de Kleenex, un petit mot qui dit ceci est un petit mot de réconfort, quelque chose juste qui dit je vous ai vu. En fait, maintenant, je me dis qu'à la prochaine fois que je verrai quelqu'un qui est pas bien, j'irai la voir, cette personne. Tout à fait. Juste un mot, juste un geste, juste une petite chose, oui, qui fait dire je t'ai entendu, je t'ai vu. Ouais. Au fond de soi, on rêve tous d'être repérés, d'être remarqués. Tout le monde s'habille plus ou moins chez les mêmes personnes, chez les mêmes enseignes, mais à un endroit, on rêve tous d'être remarqués à cet endroit-là. On va passer à notre deuxième question. Dis-moi, Anne, une valeur humaine qui te rend heureuse. Vraiment, la valeur humaine qui me rend heureuse, c'est l'intelligence des situations. Je sais pas si c'est vraiment une valeur humaine. Et en fait, moi, je place très très haut l'intelligence des situations. Je trouve qu'il est vraiment très important, surtout quand on a de plus en plus de conscience dans ce monde, de savoir poser les mots justes au bon moment à la bonne personne, d'adapter son discours pour le faire passer. Il y a beaucoup d'ego dans le monde de la conscience, du développement personnel, de gens un peu plus éclairés, je dirais, dans le monde de la thérapie, de la psychologie, enfin voilà, tous ces milieux-là. Je trouve très important d'être autant capable de donner une conférence devant des chercheurs en psychologie sur le traumatisme ou quoi au caisse, que de venir juste parler à des gens qui commencent à ouvrir un peu les yeux sur une réalité, sur quelque chose qui se répète dans leur vie, de venir comment je peux venir un peu avec en étant didactique, en étant pédagogue, en prenant les gens par la main. Je mets vraiment très très haut cette valeur-là parce que j'ai trop vu et trop souffert peut-être à mon endroit aussi sur mon chemin de guérison de rencontrer des personnes où je me disais mais moi je comprends pas, ce que je sais c'est que je ne sais rien et que je patauge dans tout ce chagrin, ces ouvertures de conscience, je comprenais pas. Il y a vraiment plein d'endroits où je comprenais rien, quoi. J'avais l'impression que j'allais un peu mieux, puis tout de suite c'est quand quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc dès que j'avais l'impression d'avoir franchi une colline, il y avait une espèce de glacier énorme qui apparaissait et j'aurais aimé qu'on vienne davantage m'expliquer et que ce ne soit pas réservé à une élite. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, à l'endroit où je suis, je vraiment mets un point d'honneur, tu vois, à ouvrir mes stages à des tarifs solidaires, avec Merci à un inconnu, vraiment à proposer à ces publics-là des choses, vraiment des tout petits tarifs, mais qui, tu vois, qui permettent à plein de gens de venir ouvrir les yeux sur certaines choses. Et vraiment, comme toi, tu dois le sentir, vraiment, les gens sont à genoux. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment accompagné là des gens depuis 18 mois. C'est très, très difficile. Beaucoup de gens divorcent. Au début, les gens venaient avec leurs enfants et maintenant, ce sont même les enfants qui prennent les smartphones de leurs parents en me demandant des séances, tu vois. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Et donc, je trouve très important de venir semer des graines avec des terrains de jeu différents et peut-être des manières de dire différentes. Et dans cette idée de l'expression multiple, je trouve que venir semer quelque chose avec un compte Instagram ou avec un podcast comme tu le fais ou avec des conférences en ligne, enfin voilà, il y a plein de manières de venir dire et je trouve vraiment j'honore pleinement cette souplesse-là, cette adaptabilité-là et cette capacité à dire au monde en s'adaptant à son public. Et j'entends le tout avec beaucoup de délicatesse aussi. Oui, sans secouer. Voilà, exactement. Mais c'est quelque chose que je partage complètement. Cette délicatesse, je la trouve fondamentale. Cette délicatesse des mots, des gestes, qui permettent d'accompagner la personne et de la rejoindre là où elle est, à ce moment-là. Et même si, en étant de l'extérieur, on a de temps en temps des yeux qui sont un peu plus clairvoyants, maintenant, c'est accompagner la personne là où elle est. Et c'est vrai que je le vois, moi, dans mes accompagnements, c'est amusant, je peux saisir quelque chose et proposer une piste de travail qui n'est pas saisie. Très bien, je respecte. Et souvent, 1 mois, 2 mois après, les gens reviennent avec cette piste de travail que j'avais peut-être suggérée et qu'en fait, parce que elles étaient sans doute mûres à ce moment-là. Et je pense que c'est important en tant qu'accompagnateur, en tant que thérapeute, c'est d'aller cueillir le fruit quand il est mûr. Et à côté de ça, il faut avoir la patience d'attendre que ce fruit mûrisse. Et dans beaucoup de situations, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit même dans beaucoup de situations de notre vie, de temps en temps, on peut être un peu impatient, de savoir prendre le temps de regarder ce fruit mûrir en fait. Et ça peut prendre des temps de temps en temps qui sont plus longs que ceux qu'on imagine. Raconte-nous, Anne, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse. Je me souviens vraiment de l'immense joie qui m'a envahie
le jour où j'ai fait, en fait, j'avais été au Salon du Livre de Paris. Ma maîtresse de CP, en CP, Madame Renard, quand elle nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, et que mes petits camarades disaient, je vais être pompier, je vais être astronaute, je vais être maîtresse d'école, je vais être infirmière, vétérinaire. Moi, j'ai dit, je vais écrire des histoires pour enfants. À un endroit, si tu veux, je sens bien que je suis en train d'ouvrir cette porte-là parce qu'en fait, j'écris des histoires pour enfants et grands enfants. C'est petit et grand enfant pour les enfants de la Terre, en fait, fondamentalement. Et donc, je me souviens que je me requinquais un peu à grand renfort de thérapie et de stage thérapeutique, donc dans ma fin de vingtaine. Et j'avais été au Salon du Livre et j'avais pris un badge, on avait, je sais pas quoi, des badges visiteurs. Et au moment de sortir de cet espace, porte de Versailles, en jetant le badge à la poubelle, j'avais dit, c'est la dernière fois que j'ai un badge visiteur. L'année prochaine, j'ai un badge auteur en dédicace. Et je jette, mais vraiment avec un acte psychomagique. Je suis une grande mordue de rituels. Je fais beaucoup ça tout le temps dans ma vie. Et donc, je jette le badge. Et l'année d'après, je suis en dédicace avec mes textopolitains qui sont des petits mots, voilà, des petits carnets des petits mots que je donnais aux gens dans les transports en commun. Et j'avais rencontré un éditeur, Flammarion, chez Casterman, qui m'avait édité. Donc, j'avais édité 4 petits carnets. Et en plus de ça, le Salon du Livre avait trouvé ça tellement génial comme idée qu'il m'avait commandé 80 000 carnets en accord avec la RATP. Il y avait 40 comédiens qui avaient été dépêchés pour donner des petits mots dans les transports en commun sur toutes les lignes de métro et de bus qui amenaient jusqu'au Salon du Livre. J'avais ma photo en énorme, il y avait Amélie Nothomb, il y avait Marc Lévy. À côté de moi, il y avait Domitille de Pressensé, qui est cette auteure jeunesse magnifique, qui faisait Émilie. Je sais pas si tu te souviens de ces magnifiques livres, Émilie avec la petite cagoule. Elle était à côté de moi. Et moi, j'étais avec mes petits carnets et j'avais des petits tampons, des petits feutres. J'avais été chez le coiffeur, j'avais ma jolie robe, je sortais de mon interview chez France Bleu à Radio France et je venais en dédicace et j'avais une file de gens qui attendaient comme ça. Et vraiment, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie de manifestation de quelque chose que j'avais rêvé. Je visualise encore, je sais très bien que je vais avoir des histoires pour enfants et j'ai déjà visualisé plein de petites filles qui attendaient pour que je leur signe les livres. Donc, j'ai des héroïnes qui arrivent et je les vois, mais tu vois, je les vois vraiment dans une forme de salle d'attente qui attendent. Il y a quelque chose qui est en train de descendre. Et comme j'ai touché ça du doigt, c'est vraiment un des endroits où j'étais vraiment très heureuse. Il y a quelque chose qui est venu à mon enfant libre intérieur, à mon rêve de petite fille, qui a bouclé la boucle, un petit niveau, et je sens que depuis, je ne fais que de répéter ça, tu vois, dans un cercle qui grandit de plus en plus. Et donc, merci à l'inconnu, on est l'illustration 2.0 ou 3.0, je dirais, tu vois, en version augmentée pour le 2021. Et je sens que même il y a d'autres choses derrière. Donc bien sûr, c'est magnifique, ça fait un beau cercle vertueux. Et je trouve que ton exemple, il est génial parce que moi, je crois beaucoup à la petite pelote. C'est important de commencer avec un peu, même si ton un peu, il était déjà bien gros, parce que 80 000 carnets, c'est quand même pas rien, qui sont distribués dans tous les métros parisiens. Mais je trouve que c'est très important d'avancer, et ça c'est quelque chose que je répète souvent dans les podcasts, d'avancer petit pas par petit pas. On avance tranquillement. Quand on veut monter au premier étage, il faut y aller marche par marche. On peut pas monter au premier étage d'un bond, c'est pas possible. Alors, passons à notre 4e question, Anne. Ton secret pour être heureuse? Alors, mon secret pour être heureuse, je dirais quand même, parce que souvent, moi, j'accompagne beaucoup de personnes à prendre la parole, puisque ça a été mon chemin du mutisme absolu jusqu'à, voilà, donner des conférences, parler dans des micros. Et pour moi, quand je prépare quelqu'un à une conférence, c'est, si vous restez 5 minutes, c'est quoi votre message au monde? Et moi, mon message au monde, c'est vraiment que c'est possible. C'est vraiment que c'est possible. Et je suis l'exemple que c'est possible. Je suis l'exemple de ce quai de métro jusqu'à aujourd'hui, avoir des espèces de bouffées de joie immenses qui montent, enfin des choses vraiment je ne suis plus traversée par, j'ai été pétrie d'angoisse si vous saviez, j'ai vomi du sang à plusieurs reprises pendant 6 mois tous les matins tellement j'étais pétrie de trucs d'angoisse. Enfin, je me suis mis en grand danger. J'ai vraiment été, j'ai malmené mon existence à plusieurs endroits et vraiment. Je sais que tout est possible. Je sais que je n'étais pas du tout une petite fille artiste et que moi, la peinture est entrée dans ma vie à l'âge de 32 ans. Je n'avais jamais touché un pinceau de ma vie à 32 ans et 2 ans après, je vendais des toiles à plusieurs milliers d'euros. Donc, je sais que c'est possible de vraiment se laisser traverser par ce qui est là, qu'il est possible. Je rêvais d'être réalisatrice. J'avais jamais fait d'études de réalisation télé. Et 10 ans après, je suis devenue réalisatrice. Je sais que tout est possible. Une de mes amies d'enfance, l'autre jour, m'a envoyé un petit mot sur Instagram en me disant mais donc toi, en fait, tu crées un compte Instagram et 1 an après, il y a 227 000 personnes et tu sors un livre, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, comme elle me l'a dit comme ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas rien.
Et ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que ce que je comprends, c'est que plus je nettoie, libère, allège, en me faisant accompagner, donc vraiment, moi, jusqu'à il y a plus si longtemps que ça, je me faisais davantage accompagner que je n'accompagnais. Et je vois très bien que plus j'allège des gros chagrins chez moi, plus dans les semaines qui suivent, j'attire à moi évidemment énergétiquement et magnétiquement beaucoup de gens qui, parce que je suis juste la marche du dessus, je vais pouvoir les aider à aller à cette marche-là. Et donc c'est extrêmement intéressant. Je libère un truc, je sais pas quoi, qui m'est arrivé à 7 ans, un truc avec ma mère, mettons une espèce de nœud avec ma mère à l'âge de 7 ans. Et dans les semaines qui suivent, hop, je vais avoir des gens qui vont arriver avec exactement les mêmes mots que j'ai employés pour moi-même plutôt. Et donc, je vois bien aussi que sur des projets plus créatifs, plus entrepreneuriaux, à chaque fois que j'ai davantage libéré, ça touche davantage de monde. Et je vois bien que ces petits carnets que j'avais sortis il y a 10 ans ont touché 80 000 et que là, 10 ans plus tard, c'est 227 000. Et je vois bien le côté l'onde de choc, que plus je suis loin de mon trauma, c'est-à-dire que je crois même davantage à la résilience, je crois à la croissance post-traumatique. C'est-à-dire que la résilience, le principe de résilience, c'est la balle qui tombe de la table et qui va rebondir, mais elle ne rebondira jamais aussi haut que la table. Elle va juste rebondir. Eh bien, moi, je m'inscris en faux totalement par rapport à cette théorie-là. Je ne crois pas à la résilience, je crois à la croissance post-traumatique. Je crois vraiment que si je continue de libérer, à un moment donné, je vais rebondir encore plus haut que la table et même encore plus haut et tellement haut qu'à un endroit dans le rétroviseur, je ne verrai même plus la table. Et donc, je n'aurai même plus besoin de raconter cette histoire sur le quai de métro. Et je crois que le jour où je n'aurai même plus besoin de raconter cette histoire sur le quai de métro, peut-être dans quelques années, on se retrouvera, Raphaël, tu vois, j'aurais presque même oublié cette histoire-là. Et donc, je serais totalement guérie. Vider un petit peu son sac, si je peux dire comme ça, c'est aussi une manière de lâcher aussi ses peurs. Et que très souvent, on est entravé dans tous les entreprises ou tout ce qu'on a envie de faire parce que on a des peurs qui nous freinent, qui nous arrêtent, des peurs de soi-même, des peurs des autres, des peurs, etc. Et qu'en fait, se libérer de ces peurs qui peuvent être dues justement à des traumatismes anciens ou à des expériences ratées, tout simplement. Et du coup, le fait de s'en libérer, c'est ça qui permet de laisser aller sa créativité. Et après ça, les histoires qui nous ont traumatisés, finalement, c'est celles souvent, dit-on, qui nous font les plus grandir. Et à côté de ça, tu vois, il y a une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est reprendre l'image d'un enfant quand il apprend à marcher. Un enfant, quand il apprend à marcher, quand il tombe, personne lui dit « Oh, la catastrophe, tu marcheras plus jamais de ta vie, c'est épouvantable. » Et l'enfant, on lui dit « Mais relève-toi, tu vas voir, tu vas y arriver. » Et je trouve que cet exemple-là, on devrait le garder dans notre vie, dans notre tête toute notre vie. On peut tomber, et c'est ça que j'apprends beaucoup en Amérique du Nord, c'est que le mot échec ici, il n'existe quasi pas. On appelle ça une expérience. Mais cette expérience, c'est celle-là qui fait grandir. Donc en fait, si j'entreprends quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est comme si je trébuche et que je suis un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Je peux toujours me relever, mais je me relève plus forte parce que je sais les écueils sur lesquels que je peux éviter. Et ça, c'est super positif. Et la première chute, on l'oublie forcément. Et hop, je me lance. Notre question suivante, Anne. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Pour moi, les synonymes de bonheur, c'est joie, pétillance et paillettes. On n'est pas très loin de notre univers au niveau des bulles, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime beaucoup le nom de votre podcast. Ouais. Il y a vraiment super bulle de bonheur. Oui, moi j'ai mes confettis, tout ça, j'aime bien cette idée de la vie est une fête. Et enfin, notre dernière question, Anne. En 2 minutes, qu'est-ce que tu auras envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Alors, pour qu'ils soient plus heureux, moi, de ce que j'ai compris, ça n'est que mon expérience et que ma vérité, ça n'est pas la vérité. Je vous invite vraiment à regarder vraiment un épisode pas sympa de votre, qui vous semble pas sympa, une épreuve, quelque chose vraiment qui vous a semblé douloureux. Moi, ça a été mon chemin vraiment d'aller regarder très en face certaines blessures et pour vraiment tenter de les transformer en œuvres artistiques, poétiques, créatives et les transformer. Je me souviens que à un moment donné, quand je remontais un peu plus à la surface, donc depuis ce quai de métro, je me suis mise à distiller des confettis entièrement biodégradables au-dessus des bouches d'aération du métro. J'ai fait ça pendant 2 ans, après les attentats notamment du Bataclan à Paris. Et donc, ça créait de magnifiques champignons dans le ciel où il y avait plusieurs centaines de personnes qui venaient. Ça s'appelait le Flame Project. Et j'ai eu de magnifiques rencontres avec ce projet artistique-là. Et je me souviendrai toute ma vie de cet homme qui sortait du
bus en costard-cravate et qui est venu me voir. Moi, j'avais une couronne de fleurs et j'envoyais mes confettis dans le ciel. Et il est venu me voir, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, pour faire quelque chose d'aussi beau et poétique, il faut vraiment avoir traversé ces enfers. Et donc, ça m'a beaucoup touchée par ce qu'il a vu. Et moi, je suis toujours profondément touchée par une forme de validation que j'attends de temps en temps encore parfois de la vie. Et je crois vraiment, moi qui ai un peu mis les pieds dans la peinture et la sculpture, l'art brut, par exemple, ne me touche pas du tout parce que je trouve que l'art brut, c'est vraiment jeter son mal-être sur des toiles et balancer ça au monde. Et moi, par la peinture, quand c'est descendu, j'ai peint des cris de Munch, des espèces de femmes qui hurlaient, des choses horribles. Et donc, je disais toujours, je ne peins pas ce que je veux, je peins ce que je peux. Et donc, évidemment qu'il y avait des choses qui m'effrayaient que je peignais, mais au moins, c'était transmuté. Ça devenait une toile. Ça devenait un tableau abstrait. Ça devenait une envolée de confettis. Ça devenait des petits mots que je pliais et que je mettais dans les paniers de Vélib. Ça devenait des messages que je me suis mise. Voilà, j'avais un gros souci avec mon image, avec mon corps, avec me regarder dans un miroir. Et j'ai choisi de prendre un feutre qui écrivait comme un rouge à lèvres et j'ai torpillé tous les miroirs de Paris et de toutes les villes et des trains dans lesquels j'allais pour aller y écrire des messages positifs pour les femmes et les hommes qui se regardaient dans le miroir en mettant « ça n'est pas parce qu'elle est belle que tu ne l'es pas », en écrivant « je suis un trésor ». Voilà, pour vraiment, évidemment, que quand on se regarde dans un miroir, il y ait ce message-là qui arrive et qui vienne, évidemment, faire des connexions cognitives à l'intérieur. Et donc, voilà, à plein d'endroits comme ça, venir chercher tous les endroits où j'étais mauvaise, méchante avec moi, comment je pouvais ensuite aller offrir ça au monde pour que ça revienne reboucler avec moi. Mon invitation, plus qu'un conseil, ce serait vraiment aller regarder le truc, voilà, c'était quoi? C'était mon truc horrible, c'était de prendre la parole en public dans la classe, c'était des phrases assassines que j'ai entendues et qui m'ont vraiment blessée, c'était peut-être de la violence physique, c'était peut-être, voilà. Et comment est-ce que je peux transformer ça? Peut-être que si j'ai reçu des coups, comment moi je peux aller donner des caresses et proposer du temps dans des hôpitaux pour aller prendre des bébés qui justement ne sont pas pris dans les bras. C'est comment est-ce que je peux aller apprendre peut-être le massage, justement pour venir remettre de la douceur à ces endroits-là, venir essayer de trouver ce vase communicant à l'intérieur et comment je peux venir réparer pour ensuite faire ce pas de côté et offrir ma meilleure contribution au monde. Dis-moi, Anne, nous avons une petite tradition dans notre podcast, c'est que nous terminons toujours le podcast par une petite mousse. La petite mousse est florale cette semaine et elle nous vient de Marcel Proust, qui nous dit « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » Oh, magnifique, ça me touche parce qu'en plus, mon nom de famille, Casaubon, veut dire petit jardin, potager, jardinier, tout autour de la maison. Donc, écoute, tu vois, c'est vraiment, ça parle d'ancrage, ça parle d'autonomie, de suffisance aussi. Tu vois, c'est beaucoup ce qui a appelé certains d'entre nous, tous ces confinements à répétition, de se mettre de retrouver sa terre et puis de se mettre un peu à cultiver son jardin. Ça me parle de ça aussi. C'est magnifique. Le jardin intérieur comme le jardin extérieur, c'est magnifique. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.